Bonsoir tout le monde. Ici c'est Othman et c'est un plaisir de vous revoir. Alors vous êtes connecté sur The App Coding, la première chaîne YouTube sur le monde francophone qui parle de blockchain, qui détaille les techniques de blockchain, qui détaille les bitcoins, les crypto-monnaies d'une manière technique, d'une manière simple à pouvoir coder sans compétences, sans prérequis en informatique et pour tous les débutants. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer notre discussion et on va ne discuter que du Bitcoin. Alors, on va apprendre les différentes parties qui constituent le Bitcoin. Par exemple, les portefeuilles électroniques, les mineurs, les nodes, les SPV également. Maintenant, bien évidemment, vous ne savez pas ce que c'est que ces composants, mais vous allez petit à petit comprendre l'écosystème autour du Bitcoin et comment ces parties interagissent entre elles. Mais avant de passer là-dessus, on va un peu résumer ce que c'est que le Bitcoin. Voilà. Et qu'est-ce que le Bitcoin livre au monde entier. Et après, on parlera sur ces et on détaillera ces détails de fonctionnement, qu'est-ce que c'est qu'une opération de minage, comment les mineurs gagnent de l'argent, etc., etc. Donc, on va commencer par parler du Bitcoin en tant que argent, monnaie et devise plutôt, et comme langue et comme protocole. Alors, gardez ces trois mots en tête, c'est une monnaie, c'est une langue et c'est un protocole. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais pour résumer, le Bitcoin, un, c'est une devise digitale mondiale. Sans permission, vous n'avez pas besoin de compte bancaire, vous n'avez pas besoin d'un compte PayPal, d'un compte Stripe ou d'une application particulière. Juste une connexion Internet et un téléphone, un smartphone ou un PC portable. Voilà. Aussi, il n'y a pas de banque centrale. Donc, personne ne contrôle exactement le fonctionnement du Bitcoin, la régulation du Bitcoin et les différents aspects et politiques monétaires. Il n'y a pas ça dans le Bitcoin. Voilà. Et il n'y a pas de société qui contrôle le Bitcoin, qui pilote le Bitcoin, qui manipule le Bitcoin. Ça tourne 24 heures sur 7 jours et 365 jours. Personne ne peut arrêter ce Bitcoin. Et vous avez le code de fonctionnement, la manière de fonctionnement qui est open source, qui est accessible à tout le monde. Peu importe la personne, elle peut lire ce code. Et pour comprendre ces aspects-là, posez-vous la question. Si je vous parle de l'euro ou la devise de votre pays, est-ce que vous pouvez réaliser des opérations sans permission ? Est-ce que vous pouvez transiter 5 000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros sans permission ? Est-ce que cet argent est lié ou pas à une banque centrale ? Est-ce qu'il y a une entité qui pilote cet argent ? Et est-ce que vous savez aujourd'hui combien d'euros circulent en liquide, combien d'euros circulent dans la nature, etc., etc. Donc posez-vous ces mêmes questions, reflétez-les sur les devises de vos pays respectifs. Alors, vous pouvez vous-même, en étant développeur, contribuer au Bitcoin. Et si cette communauté Bitcoin accepte votre travail, vous pouvez donc faire partie d'une communauté de développeurs mondiale qui œuvre pour cette monnaie digitale. C'est très important comme aspect, l'aspect open source, l'aspect disponibilité du code et la disponibilité du programme derrière le Bitcoin. Alors,
vous-même en suivant cette chaîne et en vous abonnant. Je vous invite à vous abonner tout de suite pour faire partie d'une très grande communauté francophone de futurs développeurs, développeuses, si vous ne l'êtes toujours pas, et d'activer la cloche pour avoir mes notifications en temps réel, parce que c'est pas YouTube qui va vous tenir au courant des vidéos que je mets en ligne si vous n'avez pas activé cette petite cloche. Donc on va continuer. Si vous avez un système tellement ouvert comme le Bitcoin où personne ne le contrôle, vous n'avez pas de gouvernement ni de banque centrale, etc., etc. Il n'y a pas d'institution également qui garantit que le Bitcoin va survivre. Alors bien évidemment, vous aurez besoin d'un code open source, d'un code disponible. Si vous ne l'avez pas, premièrement, personne ne va le consulter, personne ne va le développer sauf la personne qui l'a créé. Mais dans notre cas, on ne sait pas qui a créé le Bitcoin, donc on ne sait pas quelles sont les équipes de développeurs. Mais ici, on a un système décentralisé. Alors, l'idée depuis la base, depuis le départ, c'était qu'on mette un système monétaire décentralisé et transparent à tout le monde. C'était l'ambition derrière Satoshi Nakamoto, s'il était tout seul dessus ou s'il était accompagné d'une équipe de développeurs à l'époque, dans à peu près 2007, 2008, 2009. Et tout simplement, il a mis en place ce système décentralisé et transparent pour permettre aux gens dans le monde entier de le développer. Parce que bien évidemment, si je vous demande aujourd'hui de développer Microsoft Office ou de développer Zoom ou encore Facebook, vous allez me dire, mais Hotman, c'est pas possible. C'est des systèmes centralisés, pilotés par des structures et des organisations bien définies. Donc le Bitcoin, c'est le contraire de tout cela et c'est donc monté sur un système 100% décentralisé. Alors, ça, c'est également un aspect de confiance. Pourquoi? Quand on a des systèmes décentralisés transparents, ça augmente la confiance. Donc c'est un écosystème où tout le monde peut vérifier le fonctionnement et le code et tout le monde peut s'assurer que tout est fait de manière propre, organisée et de manière codée surtout. Il y a quelque chose d'autre à garder en tête, c'est que le Bitcoin, il a un aspect déflationniste. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Ce nombre, il est codé et inscrit, gravé sur le logiciel. Ce nombre est dérivé de la récompense des mineurs. On va détailler ça un autre jour, mais gardez en tête que ces 21 millions sont fixes et ne seront pas changés. Tout le monde peut consulter ce code et dedans, on peut observer les 21 millions écrites. Ces 21 millions sont minés petit à petit et quand ils seront à 100% minés, il n'y aurait plus de Bitcoin à miner. Aujourd'hui, on est à peu près à 18,5 millions sur 21. Mais plus on avance dans le temps, plus la production devient plus lente. Et donc, il est plus difficile de miner les bitcoins. Donc, l'inflation, le taux d'inflation, il est comme ça. Au début, c'est rapide. Et après, ça devient de plus en plus lent. Donc, nous, on est probablement quelque part ici. Quelque part ici. Voilà. Tout cela est
dans le code et il est consultable et vous pouvez vous-même sur Google faire des recherches pour trouver plus d'informations sur ce code. Vous ne faites plus confiance à quelqu'un, vous ne faites plus confiance à un organisme, une banque, un État, etc. Donc je vous rappelle, ne faites pas confiance mais vérifiez vous-même. Donc ça c'est le Bitcoin en tant que devise. Le Bitcoin, n'oubliez pas, c'est également un protocole. Rappelez-vous des 3 points, protocole, langue et devise. On va regarder la partie protocole. C'est quoi un protocole pour le rappel? Le protocole, c'est simplement une langue que les ordinateurs utilisent pour communiquer entre eux. Ça peut être une langue de communication ou un moyen de communication. Moyen de com. Entre ordi. Quand vous avez un réseau d'ordinateurs, qui est le réseau Bitcoin, bien évidemment, il leur faut un protocole pour communiquer. Ils communiquent tous entre eux. Donc ça, c'est des ordinateurs. Je dessine bien les ordis. Et les ordis communiquent entre eux par des règles prédéfinies. Comme ça, quand il y a une transaction étrangère qui arrive, ce réseau sait comment se comporter face à cette transaction. Et pareil, quand il y a un nouveau bloc ou un nouveau nœud qui rejoint l'équipe, s'il y a quelque chose mal ou par exemple 2 versions différentes de la blockchain, ce protocole permet de résoudre ces conflits de manière très organisée. Il n'y a qu'une seule version de la blockchain, il ne peut y avoir 2 versions de blockchain identiques. Voilà. Bien, dans d'autres sessions et d'autres séries plutôt que je vais vous proposer, on va apprendre les différences entre ce qu'on appelle des clones de blockchain. Et donc, je vous rappelle que cette série, c'est l'introduction au Bitcoin. C'est les bases et les fondamentaux pour comprendre comment le Bitcoin fonctionne et comment la blockchain fonctionne. Je vous invite maintenant à cliquer sur le lien qui va s'afficher au-dessus si vous avez zappé le début de cette série. Et n'oubliez pas de vous abonner et lâcher un pouce bleu dans l'air pour avoir plus de contenu exclusif et encore plus de séries plus détaillées qui vont dans le fond et qui vont dans les détails. Donc, on ne peut pas créer 2 blockchains qui sont identiques. Il n'y a qu'une seule version qui est possible. Et le protocole permet de vérifier pour refouler les blockchains qui sont clones et qui ne sont pas réels. Voilà. Ça s'appelle les forks en anglais ou les clones de blockchain. Et bien évidemment, le protocole et ses règles permettent de gérer les conflits, gérer les communications et gérer surtout les priorités. Bien évidemment, on a un système ici qui subit de l'information. Donc, il faut ranger les règles entre elles. Et ça, on le met dans un livre qu'on va appeler le protocole. Voilà, et donc comme ça, on garde l'intégrité du réseau du Bitcoin sans conflit entre les membres et sans désorganisation. Et après, le protocole, sachez que c'est un terme qui peut être utilisé dans plusieurs contextes. Le Bitcoin, c'est un protocole, mais vous avez d'autres protocoles qui existent. On a par exemple le protocole TCP, qui est utilisé sur Internet. C'est le plus grand et le plus connu des protocoles sur Internet. Vous avez HTTP, vous avez HTTPS. Tout ça, c'est des protocoles qui existent sur différents niveaux d'Internet et de blockchain. Le protocole, c'est une langue entre partenaires qui communiquent avec des ordinateurs. Voilà. Donc comme ça nous permet de passer à la dernière partie. Donc le Bitcoin, c'est une langue. Bitcoin
en tant que langage. C'est un langage qui peut être pris d'Internet et qui peut... C'est un langage qui peut être programmé sur Internet et sur l'ordinateur. Bitcoin, c'est une langue, mais le médium ou le moyen de communication, ça reste à Internet. Donc finalement, le Bitcoin, voyez cela comme un dépôt sur Internet. Ça, c'est Internet. Bien évidemment, rien ne nous empêche de s'envoyer des SMS entre nous ou des lettres avec les transactions Bitcoin. Mais ça ne va pas aller trop vite. C'est pourquoi le réseau Bitcoin, et c'est un réseau qui est installé et monté sur Internet. Pourquoi Internet? C'est le moyen le plus rapide, le plus commun entre les gens et le plus répandu sur la planète entre différents pays, différentes personnes, etc., etc. Mais si on veut aller plus loin, on peut transiter des bitcoins avec des satellites et avec des signaux et des fréquences de radio. Ça, c'est pas impossible dans des situations complexes, des conflits politiques, des conflits militaires. On peut transiter entre nous cette devise. Mais dans une situation normale, on va choisir plutôt le moyen le plus simple et le plus répandu qui est Internet. Le moyen n'est pas très important parce que on a fait avant sans Internet. Mais c'est une extension très intéressante et c'est un rôle très intéressant que Internet va jouer aujourd'hui pour installer des blockchains et rouler des réseaux. La blockchain, c'est une technologie qui ne peut pas subir une censure. Parce que si vous voulez arrêter le trafic de Bitcoin, vous n'allez pas y arriver parce que derrière, il faut shooter tous ces nœuds, tous ces ordinateurs, tous ces data centers qui participent au réseau Bitcoin. Et même si on arrive à shooter tout cela, on peut se communiquer et on peut s'envoyer des Bitcoins on peut s'envoyer les transactions par SMS ou par lettre ou par même satellite. Si on va sur Blockstream, si je vous montre Blockstream, ces satellites vous permettent d'utiliser le Bitcoin même sans Internet. C'est très intéressant comme aspect et comme nouvelle technologie parce que Bitcoin c'est une langue et vous pouvez transmettre cette langue avec différents moyens, même avec satellite Blockstream. C'est tellement difficile d'arrêter le Bitcoin parce que imaginons qu'un pays subit des opérations militaires ou subit des catastrophes naturelles et il n'y a plus d'internet. Mais sachez que c'est pas grave parce que tant qu'il y a une seule personne qui a accès au satellite, et ben ces personnes peuvent transiter les données de cette blockchain et transmettre à ses compatriotes la blockchain sur un réseau local ou sur un réseau de fréquences radio, etc., etc. Alors, comprenez que Bitcoin c'est une langue et que le moyen de transmettre cette langue c'est pas très important. Et quand c'est une langue, c'est très difficile de l'interdire.
On va continuer et la prochaine fois, on va parler des portefeuilles électroniques, on va parler des mineurs et on va parler des SPV également pour que vous puissiez avoir une idée plus claire sur l'écosystème autour du Bitcoin. Voilà donc, j'espère que cette session vous a plu et qu'elle vous a appris pas mal de choses. Alors, si vous êtes intéressé et que vous souhaitez recevoir la suite, je vous invite maintenant à vous abonner, lâcher un pouce bleu dans l'air et n'hésitez pas à me dire si vous saviez qu'il y a des satellites Blockstream pour transiter ou pour envoyer des transactions. Et donc, est-ce que vous saviez également que le Bitcoin ne peut pas être arrêté ni censuré dans un pays ou une zone particulière? Donc, si vous avez zappé les autres sessions, je vous invite maintenant, avec le lien qui s'affiche, à regarder le début de cette série, Introduction au Bitcoin. Et donc, je vous laisse maintenant. C'était Othman de The App Coding et je me déconnecte.